Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur AirCore. Alors, depuis qu'on a soumis au Call for Paper, Google a changé le nom. Donc vous n'êtes pas à la presse sur AirCore, vous êtes à la presse sur Service Google pour la réalité augmentée. Voilà, c'est un peu plus long. Mais... Donc je suis Christophe Jolivet, je suis agitateur technique chez Appsid, et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, JolivC. Je suis Jérémy Voisin, leader technique chez Appsid, et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, @Jérémy Voisin _ sur Twitter et Jérémy Voisin sur GitHub. On va commencer par une démo, comme ça on sera fixé si les dieux de la démo sont avec nous ou pas aujourd'hui. Alors, hop. On va prendre mon téléphone, voilà. Donc, j'ai une invitation à scanner l'environnement. Donc là, il a détecté les plans. Alors, s'il y a des trucs qui traînent par terre, c'est pour casser la monotonie de la moquette. Il ne faut pas un environnement trop monotone. Donc là, il a détecté le plan du sol. Je vais pouvoir... Merci Google. Il ne me l'avait pas fait encore celle-là. Voilà. Alors c'est plus fluide aussi sur le téléphone. On aura des téléphones sur les stands avec les démos si vous voulez voir. Pour la solution de streaming, ça accroche un peu. Donc je peux poser un petit personnage, Andy. Donc il est ancré au sol. Je vais pouvoir venir ici. Ah forcément, ça botte ma démo. Voilà, il est revenu. Il se souvenait d'où il était. Donc je peux faire le tour. Il me le perd, forcément, dans un sens. Il va me le remettre. Bon, je vais en remettre un deuxième, il va me le retrouver après. Je vais pouvoir... Hop là, voilà, il m'a retrouvé l'autre. Je vais pouvoir le grossir, le tourner. Je peux le prendre, je peux le déplacer. Alors je vais le tenter, ça marchait tout à l'heure. J'ai aussi, en principe... Non, il ne veut pas me le refaire avec la lumière. C'est très dépendant des conditions d'éclairage. Non, il ne va pas me le refaire. Je peux aussi, normalement, détecter les plans verticaux. Alors je me suis tourné, je ne les voyais plus, je reviens, je les vois toujours. Ça marche plutôt bien, hein, on peut se rapprocher et tout. Mais il y a un moment où l'illusion se brise, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de détection de l'occlusion. Donc on va revenir un petit peu sur tous ces trucs. On va commencer par une petite introduction, un glossaire un petit peu sur tout le vocabulaire qui va autour de la réalité augmentée. Alors, déjà, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, qu'est-ce qu'est quoi? La réalité virtuelle, c'est ça. Il n'y a rien de réel. Vous avez des objets qui sont faux dans un décor qui est faux. Ça va être tout ce que vous avez, les PlayStation VR, les Oculus Rift. Vous avez un casque, vous êtes complètement isolé, rien de réel. Et pour interagir avec, vous êtes obligé d'utiliser des périphériques spécifiques avec des manettes qui vont être détectées. C'est en train d'évoluer. Il y a quelques produits qui commencent à sortir qui vont pouvoir détecter les mains normalement. La réalité augmentée, c'est ça. Un objet qui est faux, un X-Wing, posé dans un environnement qui est réel, qui est notre bureau. C'est ce qu'on a fait avec un smartphone, c'est ce qu'on pouvait faire avec des Google Glass, et puis il y a quelques outils, quelques équipements un peu plus industriels comme les Vuzix Blade ou les Everysight Raptor. On voit ici, le pied de la table n'est pas détecté, l'occlusion ne se fait pas. Du point de vue de l'interaction, je suis obligé de venir taper sur mon écran de téléphone. Dernière solution, la réalité mixte. Donc là, il y a une vraie détection de l'environnement avec une occlusion par le pied de la table. Et du point de vue des interactions, je vais pouvoir utiliser mes mains. Donc vos mains vont être détectées quand vous allez les mettre dans le champ et vous allez pouvoir attraper les objets et les manipuler. C'est ce qu'on va faire avec des HoloLens ou les Magic Leap One. On est sur des appareils qui sont beaucoup plus chers. Une deuxième notion importante, c'est les degrés de liberté. Donc on est sur 3 ou 6 degrés of freedom. 3 degrés de liberté, c'est la tête qui bouge. C'est ce que vous faites quand vous regardez une vidéo 360 sur YouTube. 6 degrés de liberté, vous avez 3 degrés de la tête, et plus vous qui pouvez vous déplacer au sein de la scène. Ce que j'ai fait à l'instant. Comme on va parler modélisation 3D, il est important aussi qu'on introduise quelques notions de modélisation 3D. Alors, par exemple, si on veut modéliser le plateau, le dessus d'une table, on va commencer par modéliser les sommets, qu'on va appeler vertices. Ces sommets, on va les rejoindre par les bords de la table, par exemple, qu'on appelle edge en modélisation 3D. Et l'ensemble de ces points reliés forment ce qu'on appelle les faces.
Si on dispose tout ça judicieusement, on arrive à générer ce qu'on appelle un mesh. Donc notre petit ND tout à l'heure, c'était un ensemble de faces composées donc de vertices et de edges. Par-dessus notre mesh, on peut rajouter ce qu'on appelle une texture. Alors ça revient à emballer en fait notre mesh dans une image. Ici, on a ajouté une texture verte à notre ND. Et on peut ajouter à ça ce qu'on appelle les shaders. Alors les shaders, c'est ce qui définit les règles de réflexion de la lumière, donc là pour donner un aspect métallique par exemple à notre ND. Et donc l'ensemble texture plus shader forme ce qu'on appelle le material. Une fois qu'on a notre modèle 3D, il faut pouvoir le repérer dans l'espace. On dispose de la pose pour cela. La pose, c'est un ensemble de rotations, qui est un quaternion, et une translation par rapport à l'origine du monde, qui est un vecteur 3D. Parlons d'AirCore. Alors AirCore, c'est le remplaçant du projet Tango. Le projet Tango, c'était un projet de 2014 par Google qui visait à créer un device avec un capteur comme on retrouve aujourd'hui sur les iPhones avec Face ID, qui projetait des points en fait, dans l'espace pour modéliser l'environnement 3D. Mais avec l'arrivée en fait, de Pokémon Go, on a vu qu'on pouvait faire à peu près la même chose avec un smartphone classique, avec une caméra classique. Et donc Google a abandonné le projet Tango et il a sorti à la place AirCore qui permettait de faire à peu près la même chose avec les caméras. Aujourd'hui, AirCore est en version 1.12 et il dispose de SDK pour des environnements populaires. Donc on retrouve Android, on retrouve iOS et pour des moteurs 3D du type Unreal et Unity. Pour faire fonctionner AirCore, il faut avoir un device Android en version 7 minimum, API 24. Il y a aujourd'hui 156 modèles compatibles. Ça a été mis à jour avec la version 1.12. À cette URL, on peut trouver donc les devices compatibles et on commence à peu près sur du milieu de gamme, environ 250 €. Alors AirCore, c'est faire plein de choses, mais c'est surtout bien comprendre son environnement. Donc comme on a vu tout à l'heure, il sait détecter les plans, mais il sait aussi détecter la lumière de façon assez avancée, on en parlera ensuite. Il sait détecter les visages, éventuellement des images qu'on lui aura appris à reconnaître. Il sait détecter le mouvement pour faire le tracking, localisation du son, on verra aussi les cloud anchors, et il est compatible avec iOS, comme je l'ai dit juste avant. Alors la première partie, c'est la perception de l'environnement, qu'est-ce qu'il voit. Donc là, c'est ce que AirCore va voir. Donc il va repérer des features dans l'image, des points d'intérêt. Donc par exemple, l'angle des touches du clavier, le bas de ma gourde, la prise sur le mur. Et à partir de ces points, quand vous allez scanner votre environnement, quand vous allez vous déplacer, il va analyser les déplacements des points relatifs et il va pouvoir déterminer ceux qui sont dans un même plan, ce qui lui permet de dessiner ici les plans qui sont en blanc. Du point de vue de la lumière, il va utiliser ce qu'on appelle les lightning cues. Donc déjà, il va déterminer l'intensité de la lumière quand vous allez scanner la pièce, ainsi que la couleur de la lumière. Et ces informations, vous allez pouvoir les récupérer, vous, dans votre scène 3D pour adapter l'éclairage. Donc vous êtes capable d'avoir des personnages qui ne sont pas éclairés si vous êtes dans une pièce plutôt sombre, ou d'avoir des personnages qui sont très éclairés dans une pièce très lumineuse. Il va essayer de détecter les ombres des objets qui sont présents dans la scène, pour là aussi essayer d'adapter vos ombres. Et enfin, il va faire l'émulation des reflets. C'est-à-dire que si vous avez une surface métallique et qu'il y a des reflets dessus, ces reflets seront aussi analysés pour reproduire, essayer de déterminer l'origine des sources de lumière et reproduire les reflets sur les vôtres. Donc tout ça, c'est fait à la volée avec un réseau de neurones qui travaille sur le flux d'images. Au niveau du suivi du mouvement, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un algorithme qui s'appelle Visual Inertial Odometry. Ça va être la combinaison du déplacement des points qu'il a détectés dans l'image avec les informations issues de votre accéléromètre et du compas. À partir de ça, il sait comment vous avez déplacé votre téléphone, il sait comment les points se sont déplacés et il est capable de gérer la position de la caméra dans la scène 3D qu'il est en train de construire. Si vous le voulez, vous pouvez aussi faire de la localisation de son dans vos scènes 3D. Alors, il y a un SDK qui ne fait pas partie d'AirCore, qui s'appelle Résonance Audio, qui, lui, va reposer sur des algos qu'on appelle binaurales. L'idée, c'est que vous allez positionner vos sources de son, et par rapport à la position de la caméra, il va calculer et il va reproduire ce qui se passe réellement pour vous, dans la réalité, c'est-à-dire le délai entre l'arrivée du son entre les deux oreilles, éventuellement les échos si vous avez des murs dans vos scènes 3D, etc.
Du point de vue de l'utilisation d'AirCore, 4 possibilités. On va pouvoir travailler avec un modèle viewer depuis la version 1.9. Avant, il fallait travailler directement avec WebXR. Des applications natives Android, comme on vient d'en voir une, des applications iOS ou via un moteur de jeu Unity ou Unreal. Si vous avez déjà installé AirCore sur votre téléphone à partir de la version 1.9, vous avez peut-être déjà été invité sur une recherche Google à visualiser un modèle dans notre environnement. Quand on clique sur ce bouton, on arrive à voir le modèle en réalité augmentée, on peut le disposer dans notre environnement justement. Eh bien, ce petit bouton vient tout simplement d'un web component qui s'appelle Model Viewer, qui est l'intégration finalement d'AirCore dans le navigateur. Et ce web component, on ajoute juste un petit flag AR dessus pour pouvoir proposer donc, le modèle en général en GLTF, qui est un format standard 3D, pour pouvoir permettre à l'utilisateur de visualiser le modèle 3D dans l'environnement. Ce web component est compatible avec à peu près tous les navigateurs et on peut l'utiliser aussi sur un navigateur desktop ou laptop, mais on n'aura pas la réalité augmentée à ce moment-là. Le modèle viewer est quand même assez limité. Il est limité à 30 000 vertices pour un modèle 3D, ce qui est quand même assez énorme. Ça permet d'avoir des modèles assez détaillés. Et 10 matériaux le maximum. On peut mettre une seule animation sur nos modèles, donc il n'y a pas la possibilité de créer un jeu vidéo, par exemple, avec beaucoup d'animations. Et on a des interactions assez limitées. On peut juste faire des zooms ou déplacer le modèle dans notre environnement. Alors Android, si vous allez vouloir le développer en natif, la première chose à faire déjà, c'est de passer vos options de compilation au niveau 8, en Java 1.8, parce que le SDK qui vient avec, Sendform, est en niveau 1.8. Ensuite, vous allez vous ajouter une dépendance, Sendform, je reviendrai dessus, c'est une API de plus haut niveau au-dessus d'AirCore. Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter un petit plugin qui va vous permettre de convertir des modèles standards que vous allez pouvoir télécharger vers des formats qui seront utilisables par votre application. L'étape suivante, c'est dans votre manifeste. Dans le manifeste, vous allez demander naturellement la permission d'utiliser la caméra. Vous allez déclarer que vous allez utiliser les features de réalité augmentée sur la caméra. Puis dans la metadata de l'application, vous allez dire que vous avez besoin de la partie AirCore. La première notion dans le SDK d'AirCore, c'est l'encre. Une encre, c'est un point fixe dans le monde réel. Donc ça va être un des petits points bleus qui étaient détectés tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez vous déplacer dans la scène, AirCore va continuer à analyser votre scène et sa compréhension de la scène va évoluer. On peut voir par exemple des fois qu'il va détecter 2 plans comme étant distincts, on aurait 2 couleurs différentes, et à un moment, il va comprendre que c'est les mêmes et les plans vont fusionner. Donc idéalement, il faut bien commencer par scanner votre scène avant de poser vos premiers éléments 3D. Donc vous allez poser l'encre, elle risque de dériver quand la compréhension de la scène va évoluer. Et l'autre chose, c'est qu'il faut éviter de poser trop d'encre, parce que comme leurs positions sont réévaluées en permanence, si vous posez trop d'encre dans la scène, vous allez consommer énormément de temps de calcul et vous allez dégrader les performances de l'application. On conseille de ne pas dépasser 20 encres. Après ça, vous vous retrouvez avec une API basique. Donc vous avez une API de bas niveau avec du OpenGL, et puis vous allez tout gérer à la main. Il va falloir inviter l'utilisateur à scanner son environnement, il va falloir lui afficher les plans. Donc c'est la première démo qu'il y avait avec les petits triangles blancs qui dessinaient les plans. Ensuite, il faudra charger le fichier OBJ, donc c'est les fichiers déclaratifs avec des kilomètres de coordonnées et de vertex. Et puis gérer tout ce qui va être interaction utilisateur. Donc c'est très lourd, il y a beaucoup de code, ce n'est pas forcément du code très intéressant à taper. C'est pour ça qu'il y a Sendform, qui est une API de beaucoup plus haut niveau et qui va faciliter les choses. Donc vous allez avoir un rendu 3D. Vous pouvez aussi utiliser Sendform en dehors de la réalité augmentée si vous voulez. On a une API qui est de très haut niveau. On a un excellent modeur de rendu physique. Donc c'est Filament, c'est codé par Romain Guy, pour ceux qui connaissent Romain. Vraiment, il gère tout, les éclairages, les reflets, c'est assez impressionnant. Et puis, on récupère du coup le fameux petit plugin qui permet de convertir nos fichiers OBJ vers des formats utilisables. La première chose intéressante dans Sendform, c'est AR fragment. Donc vous allez avoir un fragment, vous allez simplement venir ajouter dans votre layout Android. Ce fragment, il va vous faire l'invitation à scanner l'environnement. C'est le petit téléphone avec la main
qui s'affichait au début, la détection du plan avec son affichage, donc ce sont les points blancs qu'on voyait avant que je pose le ND, et puis tout ce qui est gestion des gestes de l'utilisateur. C'est-à-dire quand je tape sur mon écran, quand je zoome, je dézoome, etc. Tout ça, c'est géré par le fragment. L'élément suivant, ils sont deux, c'est la scène et le nœud. Il faut savoir que dans votre scène 3D, tout sera nœud. Vous allez avoir un nœud pour l'encre, vous allez avoir un nœud pour vos modèles 3D, vous avez un nœud pour la caméra, vous avez un nœud pour la lumière. Votre scène, c'est un grand graphe de nœuds qui sont reliés les uns aux autres. Donc vous avez un graphe hiérarchique avec un premier nœud que vous allez choisir, qui sera son parent. En général, c'est le nœud de l'encre. Et puis vous allez prendre votre modèle 3D et vous allez le poser en relatif à ce nœud, avec la fameuse pose, qui est composée du vecteur de translation, suivi du quaternion pour orienter votre modèle 3D. L'image qu'on peut donner, c'est des boules de polystyrène reliées avec des bâtons. Si vous avez fait de la chimie au lycée, que vous avez monté les molécules, c'est à peu près la même chose. La scène va aussi vous fournir tout ce qui est détection de hit. Quand vous allez taper sur l'écran, il va faire un raycasting perpendiculaire à votre écran jusqu'à rencontrer soit un modèle 3D, soit un plan, et vous allez avoir une méthode, un listener, que vous allez pouvoir enregistrer et interagir. Au niveau des modèles, les renderables, si comme moi vous avez du mal à faire autre chose que des boîtes et des boules en 3D, vous pouvez aller sur polygoogle.com. Il y a plein de fichiers sous licence Creative Commons que vous pourrez télécharger. Ces fichiers seront pris en charge par le petit plugin pendant le build pour être convertis vers les formats SFA et SFB. Donc il y a deux fichiers, il y en a un qui correspond au modèle 3D et l'autre qui vous permettra de paramétrer comment il sera intégré dans votre scène. Vous allez pouvoir changer un peu la taille du modèle et des choses comme ça. Le X-Wing des premières slides était issu de ce site. Au niveau du code, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un modèle renderable, c'est le petit ND qu'on ira charger. Donc on a notre variable dans notre activité. Dans la méthode onCreate, bon, je vous laisse charger le layout avec le fragment. On va ensuite charger notre renderable. Donc pour ça, il y a un builder. On lui indique le fichier, on lui dit build. Il va nous renvoyer un computable future, c'est ça, merci de m'aider, j'étais aux promesses, j'étais resté en JavaScript. À ce moment-là, vous l'acceptez, quand ça se passe bien, vous chargez, quand ça se passe mal, vous ne renvoyez pas nul, vous affichez un toast à l'utilisateur, vous êtes un peu plus sympa que ça. Là, c'était pour que ça rentre dans les slides. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Notre fameux listener qu'on va enregistrer. Donc on a, sur le fragment, on enregistre un tap à airplane listener qui recevra le hit result, le plan dans lequel s'est fait le hit et le type de mouvement. À partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir créer une encre. Vous vous souvenez, l'encre, c'est le point dans la réalité. Donc je crée une encre à l'endroit de mon hit result. Je crée un nœud, un anchor node sur cette encre. Donc là, j'ai basculé dans ma scène virtuelle. Et j'associe mon nœud à un parent qui est ma scène. Voilà, ça va être après mon nœud racine pour mon graphe. Ensuite, je vais créer un transformable node à qui on passe le système de transformation. C'est pour gérer tout ce qui est les gestes après. Donc je crée un transformable node. Ce transformable node, je lui mets en parent mon nœud d'encre, donc il va être placé au même endroit. Et puis ensuite, je lui mets mon habillage dessus, mon renderable, mon petit ND. Et quand vous avez vu ça, vous avez vu 80% du code de la première démo. Le code qui manque, c'est celui qui gère le fait que vous n'ayez pas autorisé la caméra et que AirCore ne soit pas installé. On ne l'a pas dit. Si vous faites des applications réalité augmentée, AirCore, c'est un service qu'il faut aller télécharger du coup sur le store, la première fois, et ensuite il est disponible pour toutes les applications. Et vous profitez du système de mise à jour. Alors, deuxième démo, le QR code, c'est pas le bon, pas la bonne slide. C'est le QR code de la dernière démo. Ajoutez pas des QR codes dans vos slides la veille. Alors, on va faire une autre démo, celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai l'invitation par SceneForm à scanner l'environnement. Il a détecté l'environnement, j'ai mes petits points. Donc quand je viens taper au sol, il vient me mettre une encre. Dessus, je mets un anchor node,
un transformable node et je lui mets un renderable dessus. Ici, mon renderable, c'est juste un layout Android classique avec 2 TextView. Ça marche aussi. Tous vos layouts sont dans des renderables, donc vous pouvez utiliser vos écrans simplement. Donc je peux en mettre plusieurs. Et ici, j'ai créé une animation. Donc si je retape sur un de mes renderables, il vient me voir et il reste accroché à mon écran. Donc du point de vue de ma scène de graphe, qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai créé mes nœuds, je les accroche à mes encres au sol. Quand je vais taper dessus, ce que je fais, c'est que je le rattache à mon téléphone, je recalcule ma pose pour le maintenir au même endroit au sol, et puis ensuite, je vais simplement animer ma pose pour qu'il vienne rejoindre mon téléphone à 1 mètre devant. Donc, ce qui me permet de me déplacer et qu'il me suive et que j'ai des animations qui soient plutôt fluides. Alors, dans les autres capacités d'AirCore, on va voir les augmented face. Donc, vous avez détection des visages. Il va vous renvoyer un mesh positionné sur ce visage, un mesh de 468 ou 428 points, je ne sais jamais. Enfin, plus de 400 points, ou 418. 418 points. Et après, vous allez pouvoir positionner des modèles 3D dessus. Donc, par exemple, ça, c'est une des démos qui vient avec le SDK. Donc, je me retrouve avec des oreilles et un nez de renard. Voilà. Donc, vous avez refait Snapchat. L'autre solution, enfin, l'autre possibilité, c'est les images augmentées. Donc là, vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à une vingtaine d'images en même temps, alors plus de 20 images, mais vous allez pouvoir en gérer jusqu'à 20 maximum. Il va détecter l'image, ici l'image de la Terre sur mon écran d'ordinateur, et ensuite il vient positionner des bords de cadre au-dessus. Vous avez un outil en ligne de commande qui s'appelle AirCore Image, qui va vous permettre de préparer une bibliothèque pour la précharger dans votre application, sinon vous pouvez le faire au démarrage, mais c'est plus long. Puis surtout, la bibliothèque, l'outil, va vous donner une note sur votre image. Il va vous indiquer si la qualité de l'image sera facile à détecter. Donc il faut éviter tout ce qui est image trop répétitive, type façade d'immeuble ou choses comme ça, parce que là, il va avoir du mal à les détecter. Dernière chose intéressante dans l'API, c'est les Cloud Anchor. Donc ça va vous permettre de partager des encres entre 2 appareils. Ces encres, elles sont sauvegardées par défaut pendant 24 heures dans le cloud de Google. Et du coup, vous devez activer un service sur le Google Cloud Platform, donc la AirCore Cloud Anchor API, qui va vous donner une clé que vous devrez mettre dans le manifeste de votre application pour que ça fonctionne. Alors, elles sont sauvegardées actuellement pendant 24 heures. Il y a un test actuellement, ils enregistrent des testeurs, pour ceux qui veulent, qui permet d'avoir des encres persistantes au-delà de 24 heures. Au niveau du code, qu'est-ce qui va se passer ? Alors j'ai un petit peu plus de choses à faire. Je vais commencer par récupérer ma session courante dans mon activité. Donc il faudra gérer un petit peu tout ce qui est exception aussi, AirCore pas installé, AirCore trop vieux, etc. Je vais créer une config à partir de ma session courante. Je vais activer mes Cloud Anchor et je vais réinjecter la config dans la session courante. Ensuite, au niveau de mon code, ce que je vais faire, c'est tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais mon hit result dans mon AirPlane Listener, hit AirPlane Listener. Donc quand je recevais mon hit, je faisais hit create encore. Ce coup-ci, je vais demander à la session d'aller hoster mon encre dans le cloud. Il va me renvoyer une nouvelle encre et cette nouvelle encre elle possède un Cloud Anchor ID. Après, je fais le reste comme je faisais d'habitude, mon renderable node, mon petit ND dessus, etc. Cette string de Cloud Anchor ID, je vais pouvoir la partager avec un autre utilisateur sur un autre device, sur un autre téléphone. Lui, quand il va le récupérer, il va pouvoir faire un session resolve Cloud Anchor. Ça va lui résoudre l'encre et ça lui renverra l'encre au même endroit que là où moi je la voyais. À ce moment-là, exactement comme tout à l'heure, il crée son Anchor node, il le rattache à la scène 3D, il crée son petit transformable node, il met son ND dessus, il les rattache ensemble. Voilà. Si vous êtes plutôt un utilisateur iOS, vous avez peut-être déjà entendu parler d'AirKit pour la réalité augmentée. Alors AirKit, c'est
sensiblement la même chose qu'AirCore, on remplace, enfin, à part le nommage, hein, on remplace le nom core par kit, et puis on a à peu près la même chose. On a aussi l'interprétation de l'environnement avec la lumière, avec le suivi du mouvement et le VIO. On a juste une différence sur le nommage, encore une fois, du mode multijoueur qui est plutôt multi-peer connectivité à la place de Cloud Anchors. Avec AirKit 3, par contre, il y a eu une nouveauté qui est apparue, c'est l'occlusion des personnes. Alors on a vu tout à l'heure que quand on passait la main devant la caméra, le handy était superposé à la main. Sur AirKit 3, on commence à voir apparaître l'occlusion des personnes, c'est-à-dire que quand une personne passe devant notre modèle, on va cacher le modèle derrière la personne. C'est une fonctionnalité disponible sur les derniers iPhones et uniquement sur la dernière version d'iOS. C'est assez... Une interruption pas prévue. C'est assez intéressant parce que des outils comme les HoloLens le faisaient, mais je ne sais pas si vous connaissez bien les HoloLens, mais il y a un capteur dedans qui s'appelle Time of Flight qui vient projeter une matrice de points qui est visible en infrarouge et qui permet de détecter justement tout ce qui est occlusion. Ici, ce n'est pas le cas sur vos téléphones, vous n'avez pas ce fameux capteur. Et du coup, c'est uniquement fait avec de l'analyse d'images, avec des réseaux de neurones à la volée sur du téléphone portable. On commence à voir apparaître des frameworks d'ailleurs qui font ça. On a 6D.ai qui commence à faire ça avec un tas de réseaux de neurones qui tournent sur chaque frame, mais bon, c'est assez lourd, quoi. Et donc AirCore, c'est se plugger par-dessus AirKit pour pouvoir faire fonctionner une application iOS et une application Android en réalité augmentée ensemble. Et on peut ainsi, grâce au Cloud Anchor, avoir une expérience partagée sur des devices iOS et Android. On a dit qu'on pouvait utiliser Unity pour faire de la réalité augmentée avec AirCore. Alors déjà, Unity, c'est pas nouveau qu'on puisse faire de la réalité augmentée. On a le framework Vuforia qui, historiquement, est déjà intégré à Unity quand on le télécharge. Vuforia, c'est comme avec AirCore IMG. On entraîne un réseau de neurones à reconnaître des images et on va superposer une image ou un modèle 3D à une image qu'on aura appris à reconnaître. On l'utilise surtout dans le milieu professionnel, dans les usines. Quand on a un nouvel opérateur qui arrive sur une machine, il faut pouvoir le former grâce à des applications de réalité augmentée. Par exemple, il scanne telle ou telle partie de la machine et on va pouvoir lui expliquer comment fonctionne la machine grâce à une application développée avec Vuforia. L'avantage, c'est qu'on peut héberger plus de 20 encres à la fois, 20 images à la fois, et reconnaître donc tout un ensemble d'images et donc superposer des modèles en conséquence. On n'est pas vraiment sur le même marché entre AirCore et Unity, donc, avec Vuforia, pardon. Dans AirCore, on est plutôt sur la reconnaissance de l'environnement, la compréhension de l'environnement. On a donc, comme on a vu, estimation de la lumière, compréhension des plans, suivi des mouvements, etc. Côté Vuforia, on commence à voir émerger la détection des sols, mais on n'est pas aussi précis qu'avec AirCore à ce niveau-là. Aussi, Vuforia est plutôt sur une licence commerciale. Donc on peut développer une application gratuitement, mais on ne peut pas la distribuer. Alors qu'avec AirCore, on est sur une licence à page 2.0, et là, on peut développer et distribuer gratuitement notre application. Alors pourquoi utiliser Unity ? On peut bénéficier de l'expérience du moteur de jeux vidéo, donc on a un asset store qui est riche, une communauté qui est assez grande sur Unity. Donc sur l'asset store, on retrouve tout un tas de scripts et de modèles qui sont déjà là, qui sont gratuits, qui nous permettent d'avoir une expérience améliorée de notre environnement 3D. On voulait aussi bénéficier du moteur physique et de la gestion du réseau, donc avec le Lunet qui est bientôt déprécié d'ailleurs chez Unity. Et on a l'avantage de pouvoir intégrer les modèles 3D qu'on a vus jusqu'à présent, donc OBJ, GLTF. Et on peut donc bénéficier donc, des stores comme Poly déjà existants, et puis d'autres stores qui existent, qui proposent des modèles 3D gratuitement. Donc là, on va vous faire une démo d'une application qu'on a développée avec Unity et AirCore. Attends, je te bascule. Hop. Attends, 2 secondes. C'est bon. Tu connecte. Suspense. Si, c'est bon, ça marche. Là, j'ai démarré moi aussi. Donc, je vais ranger un peu mes fenêtres. Hop, hop. En haut, vous avez le téléphone de Jérémy et en bas, c'est le mien. Il faut descendre, je pense, descendre en bas de la scène. Hop, voilà. Donc pour l'instant, il scanne l'environnement. Donc on voit là, il a détecté le plan qui apparaît avec le maillage blanc.
Donc il vient de poser une encre et il y a un modèle qui charge, sauf qu'on a des problèmes de latence réseau. Forcément, ça ne charge pas complètement. Tu la tues et on la relance. Ouais. J'ai mon micro. Vas-y, tu l'appuies, relance. Du coup, je vais parler pendant que tu as les deux mains occupées. Hop. Donc on va la refaire. Ouais. Du coup, je vais vous expliquer ce qui se passe, comme ça, le temps que l'appli redémarre. Ce qui se passe, donc, quand il va poser son encre, on a au début un mesh complètement plat, et on va initier notre carte sur le Mont Blanc. Donc on utilise plusieurs API. On a un premier appel vers une API de Bing pour récupérer les coordonnées géographiques du Mont Blanc. Ensuite, on a notre mesh qui représente à peu près 15 km de côté. On va appeler une deuxième API qu'on a hébergée nous-mêmes qui s'appelle Open Elevation. Donc c'est de l'open source, c'est de l'open data. Ça nous donne les altitudes des différents points, donc ça nous permet de modeler le mesh sur la scène. Et la troisième API qu'on va appeler, c'est celle de OpenStreetMap, qui, elle, va nous permettre de mettre un habillage par-dessus les tiles. Donc là, je vais me joindre, c'est pas celle-là, alors, celle-ci. Voilà. Donc je me joins à la scène, donc il détecte le plan, il a résolu l'encre, puisqu'on partageait l'encre, et du coup, j'ai moi aussi le Mont Blanc qui s'affiche. Tu veux que je dézoome peut-être ? Ouais, vas-y, dézoome un peu. Voilà. Donc ici, on partage tous les deux un même modèle 3D positionné au même endroit dans la pièce. Donc on peut ensuite se déplacer, alors je vais reprendre des risques parce que tout à l'heure il m'a décroché. Voilà, on peut se déplacer indépendamment autour du modèle 3D. Alors c'est plus fluide encore sur nos téléphones, c'est le système de streaming qui lag un peu et qui hache un peu les images. Donc vous pouvez vous rapprocher. Si vous vous rapprochez trop, naturellement vous allez passer à travers le modèle 3D. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui vous prévient. Voilà. Et c'est pareil, voilà, on a toujours ce problème d'occlusion. Je suis au milieu de la carte, mais l'affichage n'est pas forcément très bon. Voilà. Et ensuite, du coup, on peut partager des événements, des choses. Je vais poser un petit drapeau d'ailleurs. D'accord, effectivement, je vois le petit drapeau qui était positionné. Voilà. Donc, on a aussi possibilité de se déplacer, du coup, grâce à l'application. On le tente. Les dieux de la démo ne sont pas avec nous, mais on va voir si ça va marcher. Attendant, je peux vous emmener. J'ai perdu la mer de glace, je crois. Ça doit être Chamonix qui est en bas, là. Ou c'est peut-être le bas de la mer de glace qui est là. Donc là, la carte est en train de se remodeler et on est parti au Kilimandjaro. Voilà. Les dieux de la démo sont revenus. Voilà. Voilà. Hop. Merci. Donc comme vous avez vu, on peut faire une application assez avancée avec Unity, des choses assez sympathiques. Cependant, il y a quand même un coût d'entrée qui n'est pas neutre. On change de langage, hein. On est sur Android, mais on passe du Java au C#. Même si les langages sont relativement proches, il y a quand même quelques différences sur les langages. Il y a l'IDE d'Unity qui est à prendre en main. Alors, il doit être derrière. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, donc la première fois qu'on est arrivé, on s'est dit waouh, il y a plein de trucs à cliquer partout. Mais par où on commence, voilà, c'est la première question qu'on s'est posée. Et ensuite, on a rencontré le souci, par exemple, de nos drapeaux que vous avez vus tout à l'heure, qui traversaient la carte. Et donc là, il a fallu chercher un petit peu dans les menus, un petit peu partout, pour finalement devoir ajouter un rigid body et puis un collider sur notre drapeau pour éviter qu'il traverse la carte. Donc, en termes de prise en main, il y a quand même un coût qui n'est pas neutre. C'est un écosystème auquel on n'est pas habitué, du coup, qu'il faut aller un peu découvrir. Oui, voilà, on est sur un moteur de jeu vidéo, hein, donc c'est assez différent de l'application web classique qui marche au clic pour déclencher un événement. Et donc on est sur un mode de programmation où à chaque image, à chaque rafraîchissement d'image, on va devoir recalculer tout un tas de choses. Donc évidemment, l'interaction utilisateur, il faut la recalculer, il faut calculer les collisions, il faut mettre à jour tous les meshs. Et donc c'est vraiment différent de ce dont on a l'habitude quand on fait du web.
On vous a montré plein de choses, des technos différents qui permettent de faire de la réalité augmentée. Cela dit, on ne sait pas trop vers quoi partir quand on commence. Donc pour ça, il y a un standard qui a été proposé qui s'appelle OpenXR par le consortium Chronos Group. Ce standard est sorti cette année en version 1.0, 29 juillet. Alors ce standard, il cherche à standardiser à 2 niveaux, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Donc 2 niveaux API, où là, les providers tels que Unity, tels que Unreal pourront se baser dessus pour avoir exactement la même API sur lesquelles développer des expériences de réalité augmentée. Ensuite, on cherche à standardiser la couche plutôt device, où là, on va essayer de créer un driver générique qui nous permettra, quand on est sur SteamVR, par exemple, de pouvoir déployer sur n'importe quel type de device. Et donc, on cherche avec ce standard à résoudre le problème de fragmentation de l'XR, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de redévelopper une application si on veut changer de plateforme, ou alors recompiler dans le meilleur des cas. Avec OpenXR, ce ne serait plus le cas, on pourrait développer une application avec Unity et déployer sur tout le panel de devices VR existants. Il y a beaucoup de monde qui soutient ce consortium, ce standard OpenXR. Donc on a du monde dans le software, dans le hardware, un petit peu partout. Cependant, il y a une exception avec Apple qui est là, qui est dans le groupe. On a AirKit qui est supporté par OpenXR, mais ce n'est pas supporté par Apple. En fait, ce n'est pas Apple qui a développé le support AirKit dans OpenXR. Donc aujourd'hui, Apple en fait partie, mais ne supporte pas le consortium officiellement. Donc on peut s'attendre à l'avenir à devoir développer des applications pour OpenXR et pour les plateformes Apple. Donc à mon avis, il y a plutôt intérêt qu'Apple rejoigne assez vite le consortium et travaille efficacement dedans. Merci de votre attention. Pas de questions du coup après.